Chers amis concitoyens éveillés et intelligents, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle joie, un nouvel épisode que nous allons écrire ensemble pour essayer, toujours pareil, de comprendre les tenants et les aboutissants du monde qui nous entoure. Ce monde qui, dans sa folie, en fait, est en train de faire émerger le pire comme potentiellement le meilleur. On pressent un petit peu de frissons, d'espoir, un peu de possibilités. Dans l'une des dernières émissions avec notre invitée Valérie Bugot, on a considéré qu'il fallait passer par un point bas. On espère que ce point bas arrivera bientôt et que le pied positionné sur le bas de la piscine nous permettra de remonter à la surface. Et donc évidemment, pour cela, il faut de la confiance dans la résistance. C'est ce que je vous souhaite. Et pour continuer en fait à élaborer cette confiance, nous allons continuer à comprendre le cœur du problème. On a beaucoup abordé par tâche ou par fine allusion le monde agricole. Et aujourd'hui, nous allons nous positionner très clairement dans les problématiques de ce monde essentiel pour le monde, il l'a toujours été, et pour l'avenir du monde, il le sera de plus en plus fort. Et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui deux invités avec mon ami proche, Michel Chanu. Bonjour Michel. Bonjour David. Très heureux aujourd'hui d'être dans votre précaré. Oui. Moi je suis un agriculteur retraité, j'ai encore la chance d'avoir devant moi un ami, encore deux amis qui sont encore en activité. Christophe et naturellement Philippe, qui sont encore en activité. Moi, je ne le suis plus. Oui, en fait, nous recevons Michel grâce à votre réseau et grâce à vos relations de personnalités très engagées dans la compréhension du monde agricole et finalement dans sa réforme potentielle. Nous recevons donc Christophe Biteau, bonjour. Bonjour David. Donc Christophe, vous êtes producteur bio et vous êtes spécialisé dans la production de pommes, c'est ça? Je fais de la pomme acide, de la pomme de table, oui, en bio, effectivement. Vous avez une exploitation en Bretagne, voilà. Ce qui me caractérise, c'est quelques combats contre les banques pendant 12 ans qui m'ont aguerri, qui m'ont assez révolté de la situation. Et puis du coup, ma vie n'était faite que de ça, ce qui fait que je suis traité d'emmerdeur par mes ennemis. Et Dieu merci, j'ai quand même quelques amis et ça fait du bien. Parce qu'en fait, vous êtes un individu seul et on comprend bien qu'il y a une organisation comme un système. Et en fait, comme à chaque fois, le système implacable, puissant, vous se positionne face à vous et vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes un guerrier, en fait. J'ai une certaine résistance, on va dire. C'est ce que je crois. Je l'ai prouvé, en tout cas. Ouais, merci d'être là. On va avoir toute cette émission pour rentrer dans le détail de votre exploitation, de votre amour du métier, puis aussi des difficultés que vous traversez, et donc avec grand plaisir. Et puis en parallèle, à distance, nous avons Philippe Grégoire. Donc Philippe est aussi agriculteur, mais il est aussi engagé dans une action de solidarité, une action d'accompagnement social des agriculteurs. Bonjour Philippe. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour David, bonjour à Christophe et à Michel. En quelques mots, oui, je suis agriculteur dans le Maine-et-Loire, près d'Angers, producteur de lait bio avec mon épouse. Et puis, donc on a un modèle, on est en bio depuis 2015. Et sinon, effectivement, je mène des combats politiques avec un mouvement souverainiste. Et puis, j'aide une association qui s'appelle le SAMU social agricole. Oui. On a étendu au niveau national, mais qui a été créé en 2000 dans le Gers par un agriculteur juriste. Et donc oui, vous, par le biais de ce SAMU social, vous accompagnez les agriculteurs, les agricultrices en difficulté. On entend parler beaucoup des difficultés du monde agricole et donc vous êtes là en soutien, une oreille attentive avec des actions pour essayer de sortir l'agriculteur ou l'agricultrice de la détresse, c'est ça? Oui, ça permet de voir tous les cas de figure, ça permet d'avoir le contact avec le ministère de l'Agriculture, ça permet d'avoir le contact avec des élus, des représentants
de la Mutualité sociale agricole, du monsieur Mal-être pour le monde agricole nommé par monsieur Macron, monsieur Olivier Damazin. Ça permet d'avoir tous ces contacts-là, de faire remonter la détresse du terrain. Mais malgré ça, on continue de foncer à 120 à l'heure dans le mur. Et Philippe, je voulais juste vous demander, pour préciser un petit peu, quelle est la taille de votre exploitation? Combien de bêtes avez-vous dans votre bétail, en fait? Alors, on a été longtemps 3 associés. Donc, on avait... moi, quand je me suis installé, j'avais à peu près 40 hectares seul. Mes parents avaient 40 hectares pour eux tous les deux. Moi, j'avais 40 hectares tout seul. Et après, on est passé à 50 hectares par associé. Donc 5 fois 3, 15, 150 hectares. Et quand l'associé est parti à la retraite, je l'ai remplacé par un salarié. Et quand il y a eu la crise du bio et les désengagements sur le bio, j'ai dû me séparer de mon salarié. Donc on est resté tout en herbe sur l'exploitation en bio, mais sans le salarié, puisque le ou les gouvernements n'ont pas tenu leurs engagements sur la filière biologique. Voilà. Et combien de vaches avez-vous? Alors, je suis en monotraite, donc j'ai une centaine de vaches, mais en fait, je traite 70, 80 vaches le matin. Je suis en modèle monotraite. On est passé en monotraite il y a 3 ans maintenant. Oui, on reviendra un petit peu sur cette productivité, sur l'organisation peut-être dans l'émission, parce que on sait que cette organisation vous permet en fait de maîtriser les coûts et donc effectivement d'optimiser les marges, et on va comprendre que vous êtes dans un combat pour essayer de maximiser au maximum votre marge bénéficiaire, et que c'est extrêmement lié à l'organisation et évidemment aux perturbations liées à cette organisation. Michel, vous êtes le spécialiste du monde agricole pour nous, et j'ai beaucoup appris à votre endroit. Quelles sont les problématiques du monde agricole? Alors, je voudrais déjà faire une introduction. La problématique du monde agricole, ça ne touche pas que le monde agricole. Ça touche tout un chacun. Parce que derrière l'agriculture, ce qui est impacté, c'est les besoins vitaux des gens. C'est la nourriture. Et c'est la santé. Et en fait, l'agriculture a traversé différentes époques, elle s'est modernisée. À travers la modernisation de l'agriculture, on a énormément augmenté les quantités produites, on a énormément impacté la qualité. Effectivement, si la quantité s'est accrue, la qualité, elle, a énormément diminué. Et il faut avoir conscience qu'en matière agricole, on est dans une politique eugéniste. Hein, alors, je ne sais pas si les gens ici connaissent un petit peu ce qu'a été Darwin, hein, des travaux qui ont été faits par les biologistes et qui sont passés après dans les mains des eugénistes. Hein, des gens comme Galton, comme Spencer, comme Charles Davenport aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Et en fait, on a une vision très eugéniste de l'alimentaire et du monde agricole. Il faut gaver la population qui travaille, hein, celle qui rapporte, il faut lui donner à nourrir, il faut la nourrir hein, du mieux possible. Puis si possible, on va chercher à l'éradiquer quand elle ne rapporte plus. En fin de vie, il faut qu'elle disparaisse, cette catégorie-là, parce qu'elle coûte à la société. Malthusianisme, etc. Voilà, et puis il y a aussi la partie qu'on n'hésite pas aujourd'hui à qualifier de nuisible. Hein, les RSA et tout, ces gens-là, on leur réserve une alimentation de piètre qualité, hein, parce que généralement, ces gens-là doivent se contenter de conserves avec une DLC en fin de vie. Voilà de quelle manière on organise aujourd'hui l'alimentation de la population. Donc c'est un eugénisme horizontal dans lequel on va favoriser ceux qui sont les plus gros et qui sont les plus capables de se développer, en fait, globalement. Et puis, au niveau bas, on va appauvrir, affaiblir, détruire ou éradiquer ceux qui sont les plus faibles. Et ce qu'on a appliqué à la population, on l'a appliqué aussi à l'agriculteur. Parce que le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on a été chercher de l'argent dans la poche du contribuable, ça a été à la fin des années 60. On finance outrancièrement 20% des producteurs. Ces gens-là gagnent très bien leur vie.
La plupart du temps, ce sont les productions céréalières, hein, c'est ceux-là qui touchent, parce que les aides publiques sont distribuées à l'hectare. À l'hectare, bien sûr. Donc naturellement, les gens qui ont de grandes surfaces, ce qui est le cas pour la céréale, ces gens-là touchent vraiment le maximum. Cette catégorie de 20% d'agriculteurs accapare 80% du montant des primes européennes. Et qu'est-ce qui se passe pour le reste ? On a 80%. Les 80% de la population agricole restante survivent quand ils ne sont pas réduits tout simplement en esclavage. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les éleveurs, les producteurs laitiers, le rythme de travail, c'est 14 heures par jour. C'est 98 heures par semaine. C'est 392 heures par mois. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Et quand tout va bien, au mieux, ces populations-là gagnent mensuellement l'équivalent d'un RSA, c'est-à-dire 680 € par mois. Si vous ramenez ça à l'heure travaillée, c'est 1,60 € de l'heure. Je vais être très précis, 1,62 €. Si on divise le montant d'un RSA pour une personne seule, vous divisez ça par le nombre d'heures, vous êtes à 1,62 €. Qui va travailler aujourd'hui pour 1,62 € de l'heure ? Et c'est ça qu'on est en train de vivre dans l'agriculture. Et en plus, on a vraiment transformé ces populations agricoles-là en esclaves. Oui, bien sûr, parce qu'à ce niveau de revenus... C'est des gens, ils sont asservis. Ils sont captifs d'un système. Et en plus, ils sont complètement soumis à une autorité administrative tyrannique. Aujourd'hui, dans le monde agricole, on compte 6 emplois administratifs pour un producteur. On en est arrivé là. Et c'est machiavélique. Parce que ces gens-là, on les harcèle et on les pousse au suicide. On les pousse à ce qu'ils mettent fin eux-mêmes à leur jour. Ouais. On est dans un cercle vicieux où on a mis en place un système qui nourrit les plus gros, affaiblit et impacte très considérablement les plus faibles. Et vous dites que l'impact va jusque des désarrois terribles qui amènent aux solutions ultimes. On a 3 suicides déclarés tous les 2 jours en France. 3 suicides déclarés tous les 2 jours. Mais on en a un par jour qui n'est pas déclaré. Si vous rentrez dépité chez vous dans votre cuisine, que vous allumez le four à gaz, ou si vous ouvrez le four et vous mettez la tête dans le four, ce sera considéré comme un suicide domestique. Ce ne sera pas considéré comme un suicide professionnel. Il y a 365 suicides par an qui ne sont pas déclarés d'agriculteurs. Ah oui, ça, il faut le savoir. Vous dire que le cynisme du système amène le suicide d'un agriculteur dans sa maison déclaré comme suicide domestique et pas suicide professionnel. Donc en fait, ce que on nous projette, qui sont déjà des chiffres faramineux, sont en plus des chiffres truqués. Et pire encore, quand on n'abat pas des agriculteurs récalcitrants aux coercitions administratives, quand ces gens-là ne se font pas abattre comme des lapins. Vous pouvez... On a eu un cas en Saône-et-Loire d'un agriculteur qui s'appelait Jérôme Laronze, qui a été froidement abattu par 2 gendarmes, qui a pris quand même 3 balles dans le dos. Enfin, 1 balle dans le flanc, 2 balles dans le dos. D'accord. Affaire un peu surprenante. En fait, on essaye d'étouffer cette affaire. Ce gars-là avait eu des contrôles sur du cheptel, où les contrôles s'étaient tellement mal passés qu'il y avait même des bêtes qui s'étaient noyées. On avait poussé des bêtes à la rivière. Ça a circulé d'ailleurs sur le net, les images du contrôle administratif. C'est hallucinant, de la manière dont ça s'est passé. Et puis ce gars-là, on en a fait un peu un bouc émissaire, on l'a contrôlé à multiples reprises. Et puis, on a fini par l'abattre. Il était abattu, le gars. Alors, on a déguisé ça, on a dit qu'il avait cherché à foncer dans la gendarmerie. On vous fonce dessus, la balle, vous la prenez dans la poitrine, vous la prenez de face, vous la prenez pas dans le dos. La gendarmerie a quand même été jusqu'à ramasser les douilles. Donc là, on efface tout ce qu'il y a, tout ce qui concerne la scène. Alors là,
Je me pose la question, parce que 2 personnes qui se mettent à tirer sur un agriculteur, qui peut-être cherchait à faire une fuite, possible, mais quand 2 gendarmes décident de tirer, moi je me pose une question. Quels ordres ont été donnés au briefing? Parce qu'on ne tire pas comme ça sur un individu. Y a-t-il eu une enquête? Est-ce qu'il y a une instruction en cours? On essaye de noyer le poisson, ça dure depuis des années et on essaye de noyer cette affaire. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Donc voilà ce qu'on voit dans le milieu agricole. C'est quand même pas rien. Philippe, vous êtes donc le représentant du SAMU social agricole pour votre région. Est-ce que vous pouvez nous décrire les raisons qui poussent un agriculteur en fait à se retrouver dans ces situations? Qu'est-ce qui est le moteur de ce désarroi au final? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le moteur de ce désarroi, j'écoutais votre intervenante avant, l'émission d'avant, elle disait on n'a pas encore touché le fond. En agriculture, on a touché le fond. Et quand on voit tous ces suicides, moi je reçois ça par SMS, 2 dans l'Eure, 1 dans la Vienne, les gens m'informent, ils m'envoient des SMS. Alors, c'est principalement des éleveurs. Je ne dis pas qu'il n'y a que des éleveurs, mais le pourcentage, c'est quand même beaucoup des éleveurs. Maintenant, on va venir d'autres catégories, parce que ça touche les céréaliers, les arboriculteurs, les maraîchers, ça touche un peu tout le monde. La viticulture arrive en crise. Mais la raison principale, faut pas se cacher, c'est le revenu, c'est tout. C'est un manque de revenus, et à partir de là, les gens ils cherchent des leviers. Donc les leviers, ça fait plusieurs décennies que ça dure. Les premiers leviers, on les a mis en œuvre à partir des années, je dirais 70. Plus 80, c'était l'épouse qui allait travailler à l'extérieur. Ouais. Et puis après, il y a des gens qui ont utilisé des leviers avec des mandats syndicaux, des mandats d'élus, des mandats divers pour ramener de l'argent dans la maison. Et puis après, arrivent maintenant d'autres leviers, des leviers énergétiques, les parcs éoliens, le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme, les méthaniseurs. Tout ça, les gîtes à la ferme, enfin, tout ce qui est possible et imaginable, tout ça n'a qu'un but, c'est d'essayer de combler le fossé qui s'est créé entre le niveau social des agriculteurs et le reste de la société. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on est tombé dans une financiarisation de l'économie agricole, et comme on est confronté à la théorie de David Ricardo des avantages comparatifs, il est clair qu'un arboriculteur ou un éleveur, il ne peut pas produire au prix d'un Polonais, un Indien ou un Chinois. Donc on a mis les gens en compétition à travers cette mondialisation. Et là, c'est le moins-disant social, le moins-disant environnemental qui va l'emporter. Quitte à faire exploiter des gens, faire travailler des enfants, utiliser des phytos interdits, utiliser des OGM. Tous les leviers possibles et imaginables sont mis en route pour cette guerre économique. En fait, ça s'appelle une guerre économique. Oui, bien sûr, avec des déséquilibres entre les conditions de production dans les différents pays, et on fait souvent ce geste en fait. Les déséquilibres amènent finalement des niveaux différents, et par vase communicant, on crée le flux. Et donc, on sait très bien, et c'est traité dans nos émissions précédentes, qu'aujourd'hui, les revenus sont liés au flux. Et donc, plus il y a d'écart, il faut bien comprendre ça, plus il y a d'écart entre les conditions et plus les flux sont violents. C'est vraiment une logique liquide qui s'exprime. Et effectivement, vous avez parlé de David Ricardo. Je conseille nos internautes d'aller consulter la page de David Ricardo. Vous allez comprendre les liens qui lient David Ricardo à l'intégralité finalement de ces grands théoriciens. Vous le dites souvent, Michel, que finalement c'est la philosophie et des idées préconçues philosophiques qui créent les modèles, et David Ricardo est un parfait exemple de cette inhumanité liée à des modèles qui sont des modèles finalement très intellectualisés. Christophe, donc on a dit que vous étiez producteur, vous avez une exploitation de 40 hectares, donc en pommier.
30, pardon. J'arrive pas à m'en grandir. Oh, non, bien sûr, vous ne pouvez pas non plus vous démultiplier. Et à quoi reconnaissez-vous vos difficultés? Comment sont-elles apparues et comment faites-vous y face? Alors, moi, je voudrais quand même rebondir sur une chose, c'est le taux de suicide énoncé par mes amis, là, qui est de 2 par jour par les chiffres de la MSA. Ça, c'est comme le nombre des agriculteurs. Oui. On en compte 480 000. Ouais, c'est très important ce que vous allez dire. Quand on enlève les éleveurs de chiens, de chats, les gens qui ont une activité agricole, qui sont déclarés agriculteurs et qui ne le sont pas, moi je pense qu'il y en a 100 000 qui ne sont pas des agriculteurs. Oui, c'est ça. Donc, dans le cadre des suicides, tous les gens en difficulté ne sont pas débiles. Ce que je veux dire, c'est que quand vous vous suicidez, si vous voulez que les assurances remboursent vos prêts, il ne faut pas que ça passe pour un suicide. Donc effectivement, il y a des accidents de travail. Quelle part des accidents de travail déclarés à la MSA sont en réalité des suicides? C'est juste une question. Vous posez la question, quoi. Vous posez clairement la question, quoi. Voilà. On n'a pas les chiffres. On a des extrapolations, mais on n'a pas les chiffres. Et donc, vous avez posé Alors moi, la cause de mes difficultés actuelles, maintenant elles sont un peu résolues, j'ai fait un dépôt de bilan en 2024, suite à la perte totale de ma récolte, je fais de la pomme, j'ai une destruction florale due aux pesticides désherbant le maïs de la totalité de la production de mon verger. C'est-à-dire que tout mon chiffre d'affaires est tombé au sol. Point, terminé. Aucune entreprise ne pouvant vivre sans vente. J'ai donc dû déposer le bilan et j'ai obtenu un plan de redressement judiciaire pour 10 ans qui a sécurisé mon exploitation. Voilà où on en est. Oui. Donc ça a été un combat. Je remercie des soutiens. J'ai eu une cagnotte qui d'ailleurs a été balancée par Citizen à un moment. Ça m'a bien aidé. Ça paraît pas de grand-chose, mais ça m'a ramené 6 000 euros, moi. Et ces 6 000 euros qui, à un moment, m'ont été vraiment très utiles. J'en remercie donc les donateurs de Citizen. Ça a servi à quelque chose, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est que les flux sont tellement tendus et les rentrées financières sont tellement tendues que le moindre accident, en fait, vous amène tout de suite à avoir... C'était pas un accident moindre, c'était la perte totale majeure du chiffre d'affaires de mon exploitation. Je fais de la pomme, j'ai plus une pomme à vendre et j'ai une récolte une fois par an. Ouais, donc forcément, ça a dû faire de moi... ça a dû m'obliger à un retour devant les tribunaux. Je n'ai pas attaqué mes voisins, j'ai attaqué l'État et donc je suis passé devant un tribunal administratif et j'ai sommé mon préfet d'interdire des 3 molécules maïs que je retrouvais mais en très très grosse quantité dans mon verger, ce qui confortait l'idée que des pesticides étaient devenus très volatiles. Et quand ceux-ci sont en plus cancérigènes, il était d'utilité publique d'en interdire la distribution. Sachant que mon cas n'était pas seul et que j'en avais référencé 34 sur la Bretagne. Et c'est que le sommet de l'iceberg. Oui, parce qu'en fait, il y a des réglementations qui vont positionner les molécules en fonction de leur qualité bénéfice-risque, on va dire. Il y a surtout une problématique aujourd'hui, c'est que là, comme ailleurs, on a un État complètement inopérant, c'est-à-dire que l'organisme qui est l'ANSES qui fait les homologations et les distributions d'AMM, c'est-à-dire les autorisations mises sur les marchés des molécules, on n'a vraiment plus de moyens. Aujourd'hui, c'est les fabricants de pesticides qui financent leurs études. Ils n'ont pas obligé... ce que j'ai relevé, en fait, et c'est là où on a un problème, c'est qu'à force d'être accusé de polluer les nappes phréatiques, et c'est un dossier important en ce moment, parce que tout le monde boit de l'eau, ils ont travaillé, les molécules homologuées étaient restées les mêmes, mais que les surfactants qui entourent ces molécules ont changé. Et ils ont travaillé sur
sur le produit commercial pour poser la molécule, avec des surfactants qui empêchent la lessivabilité du produit pour moins polluer les eaux. Mais par compensation, ils ont créé une volatilisation des produits qui pollue l'intégralité de l'air que les gens respirent. Et ma production a été attaquée par ça et a été un buvard référent sur ce que les gens respirent. Et c'est assez inquiétant. Voilà le dernier combat qui m'a valu un plan de redressement judiciaire. Michel, comment sommes-nous arrivés, nous, et moi en particulier, qui suis du grand public et qui ai une image de l'agriculteur un peu bucolique, à une situation qui est une situation de tension pour la vie de l'agriculteur sur son exploitation, et puis comme le décrit Christophe, en fait, une tangente avec des manipulations dangereuses, des risques qui sont dangereux donc pour l'homme et qui sont donc dangereux pour les cultures et dangereux pour des cultures que l'on ingère, que l'on mange. Alors pour ça, il faut que je fasse un petit peu. J'essaie de faire le plus bref possible. Je vais faire un historique. Un historique du monde agricole en France. On a eu, dans le monde paysan, trois grandes périodes qui ont vraiment marqué la paysannerie française. On a eu une première époque entre le Xe et le XIIIe siècle. L'époque des croisades, où le secteur marchand s'est considérablement développé, et une population européenne qui, en 3 siècles, a été multipliée par 3. Oui, qu'il fallait nourrir. On a eu des défrichements importants. Il a fallu produire, parce qu'on n'avait pas les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, ça a été un défi. Et là, le paysan a commencé à être tributaire du secteur marchand, dès le XIIIe siècle. Ensuite, on a eu une deuxième époque qui a été capitale, on en parlait tout à l'heure avec Valérie, c'était la période pré-révolutionnaire. La période pré-révolutionnaire où on va aller chercher des pratiques agronomiques anglaises, sélection animale, sélection végétale, rotation des cultures. Ouais, on connaît les Anglais et leur propension pour le progrès technique. Là, on va essayer de faire produire aux paysans beaucoup plus, mais pas pour enrichir le paysan. Lui, plus il produit, moins son produit est valorisé, pour enrichir le marchand. Et parce que le paysan n'a pas la relation directe avec l'acheteur. C'est ça le Bien sûr. problème. De toute façon, en agriculture, dès qu'on a augmenté les volumes de production, les prix se sont cassés la gueule à chaque fois. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc à l'époque pré-révolutionnaire, donc il va y avoir une production qui va s'accroître, mais qui va bénéficier aux bourgeois marchands. Et ce sont ces bourgeois qui feront l'acquisition des terres quand les biens du clergé seront mis en vente. C'est ces gens-là qui vont acquérir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une révolte paysanne, ce qu'on va appeler la chouannerie. Oui, bien sûr. Et là, ce sont tous les agriculteurs du Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Bretagne, de la Normandie, de l'Anjou. Tous ces gens-là vont se révolter. Ils ne sont pas révoltés parce qu'ils étaient fidèles au roi et au curé. Ils sont révoltés parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. Ils n'avaient plus de terre, puisque les bourgeois avaient tout accaparé. Automatiquement, et là, on va allègrement tuer en Vendée 200 000 personnes. C'est ce qu'on a appelé la période de la terreur. Donc ça, c'est une deuxième période qui a été très impactante pour le monde paysan. Et là, ça a été génocide. On s'est débarrassé des bouches inutiles. Les colonnes infernales. Les colonnes infernales du général Turreau. Bien sûr. Et ensuite, on va avoir une troisième époque. Alors, elle va être un petit peu plus longue. Alors, quand la révolution va arriver, on va être très malin. On va pervertir ça, ce sont tous les courants, différents courants maçonniques et autres, qui vont pervertir le clergé. Il va y avoir une perversion totale de l'Église. Et c'est pas le curé de campagne qu'on va pervertir, c'est le prélat. Pourquoi? Parce que le prélat, c'est le plus proche de l'élite nationale. Et là, on va commencer à charger le clergé d'organiser les cours agricoles. Dès les années 1800-1880, tous les cours agricoles sont dispensés par l'Église. Je vous vois arriver avec la JAC, en fait, jeunesse agricole. Alors, avant, on aura 1917, où on va adosser une confrérie religieuse, et confrérie du Sacré-Cœur, qu'on va adosser au syndicalisme agricole naissant de la rue d'Athènes.
D'accord, je comprends bien. Et c'est des gens, ça, qu'on va retrouver quand on va arriver à la période de la Seconde Guerre mondiale, et notamment sous le gouvernement de Vichy. C'est ces gens qu'on va retrouver à la tête de la corporation paysanne, du syndicat agricole mis en place par Vichy. Et ce syndicat, il a quoi pour mission ? De gérer l'agriculture, et puis de gérer aussi l'alimentation du pays. Et là, on va avoir une loi en 1941 de modernisation agricole. Mais cette loi, c'est pas Pétain qui l'a faite. Eh oui, bien sûr. Cette loi, elle est imposée par les nazis. Parce que les nazis, suite au traité de Versailles, les Allemands ont crevé de faim. Ils ont dû relever des défis considérables pour nourrir leur population. Et ils voulaient s'appuyer sur la France, c'est ça, pour... Dans le traité de Versailles, ils avaient perdu leurs 5 colonies. Donc eux, pour pouvoir nourrir la population, ils ont développé la pêche. Parce qu'ils avaient cette Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eu recours à la chimie, aux engrais de synthèse, parce qu'ils avaient une entité chimique qui était très performante, qui s'appelait IG Farben, qui est devenue Bayer. Et là, on a utilisé des engrais de synthèse, on a utilisé la chimie, les herbicides, les insecticides. Et là, les nazis ont imposé au régime de Vichy l'application des méthodes allemandes pour l'agriculture française. Productiviste, organisé. Tout ça parce qu'il fallait nourrir les troupes d'occupation qui étaient sur le sol français, il fallait nourrir la population française, et il fallait aussi nourrir une partie de l'Allemagne. Et ouais, bien sûr. Donc tous les prélèvements qui ont été faits par les Allemands, je vous recommande l'excellent livre « Les vins du Reich ». Vous allez voir un petit peu toute la partie de viticulteurs et de grands producteurs betteraviers, céréaliers français. Ces gens-là se sont enrichis avec la collaboration de fait, puisque les Allemands prélevaient et payaient largement. Il y a des grandes familles françaises qui se sont énormément enrichies avec le régime de la collaboration. Et ces gens-là, c'était tous les notables de la corporation paysanne. Et pour appliquer ce programme, on a été chercher un homme qui était de ma région, qui s'appelait Jacques Leroy-Ladurie, ouais, bien sûr. qui était le fondateur du syndicat UNSA, qui était un fervent catholique. Et c'est cet homme que Pierre Laval est venu chercher. Et donc il a été l'éphémère ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation pendant 5 mois, chargé d'appliquer le programme mis en place par les nazis. Et en fait, toute la modernisation agricole française part de cette loi de 41. Ouais, dont la mécanisation, parce qu'on voit très bien c'est les remembrements. La puissance de l'acier et les remembrements. Les remembrements, c'est-à-dire que là, tous les travaux qu'on fait en matière d'environnement sur les parcellaires, on a 2 millions de kilomètres de haies et de talus en France. Sur les 2 millions, on en raye 1 800 000 kilomètres. C'est énorme. Mais en même temps, ce remembrement était nécessaire. On ne pouvait pas continuer à avoir des petites parcelles. Il fallait peut-être le faire différemment. C'est ça. Et il y a eu d'énormes fautes qui ont été faites parce qu'il aurait fallu au moins laisser des talus parallèles aux courbes de niveau. Parce que là, on a des problèmes d'érosion des terres. Des sols, bien sûr. On a de la pluie qui n'est plus retenue par le talus et qui, au lieu de bénéficier à la nappe phréatique ou à l'humidité relative du sol, s'en va directement à la rivière. Donc les phénomènes de crue qu'on connaît, tout ça résulte de cette époque-là. Il aurait fallu faire les choses, mais en réfléchissant un peu. Que là, non, il fallait produire coûte que coûte, et on n'a pas tenu compte du bon sens. Et en fait, toute la modernisation de l'agriculture, elle part de cette loi de 41, imposée par les nazis. On va revenir sur les aspects écologiques tout à l'heure, parce que là, on touche en fait et la production et l'écologie. Mais avant, j'avais une question à poser à Philippe. Philippe, vous êtes toujours là ? Oui. Oui. Je voulais vous demander quel est le parcours d'un agriculteur quand il est confronté aux difficultés sur son exploitation. Comment réagit-il ? Réagit-il dans le bon tempo ? Réagit-il trop tard ? Et y a-t-il des conseils à lui donner ? Très souvent, les problèmes agricoles ils remontent à plusieurs décennies. Il y a longtemps que l'agriculteur n'a pas le retour de la valeur ajoutée. On est dans des filières. On est tous dans des filières, que ce soit Christophe pour la pomme ou nous dans l'élevage. Une filière, c'est une addition de valeur ajoutée. Et malheureusement, c'est le secteur marchand, comme l'a dit Michel, qui ont capté la valeur ajoutée, et l'agroalimentaire et la grande distribution, et les intermédiaires, et la logistique, ont mangé l'intégralité du gâteau.
Comment viennent les difficultés? Les difficultés, comme il n'y a pas de marge et que c'est à flux tendu, voire où il manque de la trésorerie 20 000, 30 000, où il peut manquer 100 000 euros par an suivant la taille des exploitations. Donc au fil du temps, les agriculteurs, ils ont passé le matériel agricole est passé en coopérative, on appelle ça des CUMA. Ouais, on est en coopérative avec des voisins parce qu'on ne peut plus renouveler notre matériel, les tracteurs, les semoirs, enfin tout ce qui est utilisé pour exploiter une exploitation. La CUMA, les corps de ferme, les bâtiments, on n'a plus les moyens de les rénover et surtout d'en recréer des nouveaux parce qu'aujourd'hui, au prix des bâtiments, on n'est pas capable de renouveler ni le parc matériel, ni le parc bâtiment. Dans les quelques matériels qu'on possède pour la plupart d'entre nous, au lieu d'avoir des prêts classiques ou d'en autofinancer une partie, comme c'était le cas dans les années 70, beaucoup sont en leasing, les tracteurs sont en leasing, c'est des prêts qui sont faits par les constructeurs, qui eux gagnent de l'argent. Donc, comme il manque dans la filière la vraie marge qui doit revenir à l'agriculteur s'appauvrit. Si la terre se vend, il ne peut pas racheter son foncier. C'est racheté soit par des agriculteurs, comme l'a dit Michel, qui captent l'intégralité de la PAC, et pour ces raisons-là, ils cherchent toujours l'agrandissement, donc ils viennent faire du cannibalisme, ils viennent surenchérir sur le propriétaire agricole. Ouais, récupérer les hectares, c'est ça sur lequel ils sont payés, c'est ça que vous voulez dire? Sur les hectares, oui, c'est la course à l'hectare. Et donc l'agriculteur, quand il lui manque de la trésorerie, les choix, ils sont pas simples. La banque, vous pouvez pas payer la banque, elle va fermer les robinets, vous avez plus de compte. Les assurances, vous pouvez les faire traîner un peu, mais au bout d'un moment, vous êtes radié, votre ferme n'est plus assurée. La mutualité sociale agricole, vous pouvez faire des plans d'étalement sur 3 ans, mais si ça tire de trop sur la mutualité sociale agricole, vous allez vous faire coincer aussi. Les fermages des propriétaires, si vous ne les payez pas, les voisins vont rentrer en contact avec les propriétaires pour vous piquer les terres. Ouais. Et les marchands d'aliments, vous pouvez faire des échéanciers, des cessions de créances, mais les marchands d'aliments, si vous prenez trop de retard, ils vont arrêter de vous livrer. Donc si vous êtes plus livré, par exemple, du gasoil ou des aliments du bétail, automatiquement, tôt ou tard, vous allez être coincé. Ce qui veut dire qu'une entreprise, une exploitation agricole, c'est comme une entreprise, s'il n'y a pas de revenus, s'il n'y a pas de marge, ça ne peut pas fonctionner. Si toute la marge est piquée par nos acteurs économiques qui sont autour de nous, c'est ça le cas, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est quand même incroyable que des agriculteurs qui nourrissent la population, créent des emplois sur les territoires, on entretient l'environnement gratuitement, que ceux qui nourrissent les Français, eux-mêmes meurent de faim. Et soit au RSA ou en dessous le SMIC brut, puisqu'on est 80% en dessous du SMIC brut. Et ça, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme qui a été développée par ce modèle économique libéral qui fait que les premiers qui ont tombé, qui se sont suicidés, ça a été les producteurs de porc fin des années 70, début des années 80. Les producteurs de moutons se sont suicidés en masse dans les années 80 avec les accords du Commonwealth. Après, il y a eu des crises successives dans l'arboriculture, dans l'élevage, dans le lait, dans la viande bovine. Et à chaque coup, les politiques font de la communication, ils font des effets d'annonce, ils balancent Egalim, ils balancent des grands discours d'intention, mais en réalité, sur le fond, la répartition de la valeur ajoutée, sur un caddie de 100 €, quand vous faites vos courses chez Super U, Leclerc ou Carrefour, il n'y a que 6,50 € de matière première agricole dans un caddie de 100 €. Et tout pendant qu'il y aura 6,50 €, on peut parler de tous les sujets qu'on veut, on ne pourra rien résoudre. Christophe, quand un agriculteur rencontre des difficultés économiques, il n'est pas ou il n'était pas sujet en fait à la réglementation des affaires, les tribunaux de commerce et autres. Quels sont ses recours? Qu'est-ce qu'il doit engager? En France, jusqu'à présent, c'était le tribunal de grande instance, qui était une juridiction professionnelle.
administrative, avec des juges et des gens compétents pour juger de la situation financière d'un agriculteur et avec pour mission de sauver des entreprises. On a un gros problème aujourd'hui et j'aurais bien aimé que ça soit un des sujets principaux des élections aux chambres d'agriculture qui viennent de se passer il y a peu de temps, c'est que nous sommes en cours de remplacement de nos tribunaux d'instance qui géraient les dépôts de bilan et redressement judiciaire en agriculture par les TAE. TAE, qui veut dire les tribunaux administratifs. Tribunaux d'activité économique. Pardon, les tribunaux d'activité économique qui vont être une collégiale, donc avec des représentants de nos pairs, élus par nos pairs. Il est à craindre que, au vu des dernières élections aux chambres d'agriculture, la représentation au sein de ces TAE soit la même qu'au sein des chambres d'agriculture. Je vais parler de mon cas parce que c'est ce qui m'a sauvé, je pense. Moi, j'ai été défendre la vitalité de mon entreprise sans avocat. Et je me suis adressé à mon juge en lui disant « Monsieur juge, je dis de toute manière, vous êtes comme moi, vous allez faire partie du grand remplacement. » Il me dit « Monsieur Biteau, mais vous sous-entendez que l'IA fera mieux que moi pour gérer la vitalité de votre entreprise ?» Je dis « Non, monsieur juge, je dis pas du tout. » Je dis, vous savez comme moi que vous êtes en cours de remplacement par les TAE, qui seront mes pairs et sans doute majoritairement représentés par la FNSEA. On comprend bien donc la problématique. Si ce sont vos pairs qui sont représentés par finalement ceux qui sont les plus structurés ou les plus garnis en terre, à un moment, il peut prendre des décisions qui leur permettraient de mettre la main sur vos territoires. On va avoir affaire à... moi, je vais inviter... les élections sont passées, je peux le dire. Je suis membre de la conf, mais je vais conseiller à tous les agriculteurs de prendre une carte à la FNSEA, parce qu'en cas de difficulté, ils seront beaucoup mieux représentés au sein des TAE que s'ils sont à la coordination rurale ou à la conf. Donc voilà. Michel, les tribunaux de commerce, c'est un peu votre domaine. Quand vous voyez arriver ces TAE, vous avez certainement un avis sur le sujet. Oui, mais avant, il faut remonter à la création du syndicalisme agricole. Je vous avais parlé tout à l'heure des fameuses corporations paysannes qui géraient, qui étaient ce qu'on appelait les hobereaux paysans, donc c'était des notables de la profession agricole. C'est ces gens-là qui géraient la profession. Ils se sont abondamment enrichis avec la collaboration, mais à l'issue de la guerre, on a supprimé l'existence légale de la corporation paysanne. Il y avait tellement d'affaires troubles avec les nazis qu'on a rayé un trait de plume, la corporation paysanne. Mais on l'a remplacée par la Confédération Générale de l'Agriculture, avec 7 branches principales. Et dans ces 7 branches, il y en avait 2 qui, elles, ont émergé. Donc, la Fédération Nationale du Syndicat d'Exploitants Agricoles, la FNSEA, et qui a-t-on retrouvé comme leader de la FNSEA au sein de la Confédération Générale de l'Agriculture? Je vous le donne en 1000, tous les anciens de la corporation paysanne. Oui, un transfert de l'un vers l'autre. Et quant au Cercle National des Jeunes Agriculteurs, le CNJA, la branche jeune de ce syndicat, on a retrouvé tous les éléments de la jeunesse agricole catholique. Donc on a retrouvé les cathos pervertis et tous ceux qui s'étaient enrichis avec les nazis et qui avaient envie que la fête continue. Donc eux, ils avaient envie de produire plus, et il fallait encore plus de matières chimiques et autres, et il fallait encore produire davantage. Ouais, un appétit pour la production. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu, dans les années 60-62, on a eu donc le gouvernement Debré, avec un ministre de l'Agriculture qui s'est appelé Edgar Pisani. Oui, bien sûr. Et là, où on a jeté de leur ferme tous les gens qui approchaient de la retraite. On a fait ce qu'on appelait l'IVD, l'indemnité viagère de départ. On vous donnait de l'argent pour que vous quittiez votre ferme. Mais ça veut dire que quand on estimait que votre ferme était plus viable, qu'il fallait partir en retraite, mais ces gens-là qui sont partis en retraite, leurs gamins n'ont pas repris. C'est le plus gros d'à côté qui a repris l'exploitation. Donc on a construit un revenu agricole, mais sur du cannibalisme en fait. C'était l'agrandissement sans fin, qui a fait que ça a amené un peu de revenus dans le monde agricole. Donc tout ça, c'était les gens de la FNSEA. Donc en fait, la masse production que l'on retrouve dans l'industrie, il faut faire de plus en plus de voitures vendues de moins en moins chères avec de moins en moins de marge pour essayer de faire vivre presque pauvrement le maximum de personnes, quoi. On est vraiment dans les mêmes logiques de parallèle et on sait très bien que la mécanisation, c'est une mécanisation fordienne d'un côté, mais sous impulsion Allemagne germanique nazie de l'autre. Et fin des années 60, 68 exactement,
on a vu arriver l'émergence de la politique européenne avec un homme qui s'appelait Sico Mansholt. Sico Mansholt, qui était membre d'un éminent club de réflexion qui s'appelait le Club de Rome, et en fait qui a préconisé de prendre de l'argent dans la poche des contribuables pour financer les agriculteurs les plus productifs. Ouais, la PAC. Donc les fameux 20% dont j'expliquais tout à l'heure qu'ils captaient 80% du montant des aides, le père de ce système, c'est Sico Mansholt. Donc, et derrière le Club de Rome, naturellement, on retrouvait un homme, David Rockefeller. Hein, derrière, c'était la fondation Rockefeller qui était derrière ce club. Et là, la masse production, l'exploitation minière, l'acier, et donc en fait, ils ont reproduit le modèle et là, pour le monde agricole. Ce système n'a pas été réformé, donc ça continue à s'éroder, les plus gros continuent à bouffer les plus petits. Parce que ce putain de système de la PAC et du plan Mansholt, non, on n'a jamais eu le courage d'y toucher, de le réformer. Il avait peut-être sa raison d'être pour pouvoir agrandir les exploitations sur une surface moyenne, mais on aurait dit stop, les exploitations, les exploitations laitières, elles arrivent à 40, 50 hectares, on arrête là, on réforme. Non, on a laissé continuer le système. Il faut que tout s'écroule. Oui, bien sûr. Parce qu'on cherche l'écroulement total, en fait. Et donc, vous tendez à dire que la mise en place de ces tribunaux, je reviens aux tribunaux, en fait, c'est conforme au plan. Vous allez avoir le brave voisin FNSEA, lui, qui n'a qu'une envie de vous voir partir. Donc je ne vous dis pas, parce qu'attendez, je vais vous expliquer quand même comment on est désigné magistrat consulaire dans un tribunal d'activité économique ou dans un tribunal de commerce. Vous êtes proposé par votre chambre consulaire, donc chambre de commerce et d'industrie ou chambre d'agriculture. Vous êtes proposé au premier président de la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel fait valider votre candidature auprès du ministre et vous bénéficiez d'une formation de 2 jours auprès de l'ENM, l'École nationale de la magistrature, et bingo, vous êtes magistrat. 2 jours de formation, ça y est, vous y êtes. Ouais, vous avez droit de vie ou de mort sur votre voisin, sur vos voisins, sur ceux qui ont un délit de faciès. Vous plaisez pas dans votre mode de production, vous avez de belles terres et vous êtes en difficulté. Et voilà ce qu'on amène pour sauver l'agriculture. On se revoit dans 4 ans, parce que là, on a 12 juridictions tests. Il y a une période de test qui va durer 4 ans. Rendez-vous dans 4 ans, vous allez voir la casse. Ça va être énorme. On connaît la valeur des tests. Les tests ne sont faits que pour vendre la sauce qu'on veut nous faire avaler. Faut pas être dupe. C'est dans le plan. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est la continuation du régime de prédation, la fragilisation globale du système, des plus gros envers les plus petits, et toujours ce nom que vous avez employé, c'est l'eugénisme à l'état pur. Enfin là, on arrive à une... C'est le copier-coller, de la casse que viennent de produire les tribunaux de commerce. C'est 60 000 entreprises par an, entre 60 et 70 000 entreprises qui sont rayés de la carte chaque année, avec environ entre 6 et 7 emplois par entreprise. En 10 ans, je vous laisse faire le calcul. Ouais, déjà que vous disiez, Christophe, qu'on était sur des chiffres qui étaient un peu des chiffres faussés par l'intermédiaire de professions qui n'ont rien à voir avec la production agricole à proprement parler. On arrive... dans des questions de souveraineté alimentaire, de souveraineté même de l'existence des agriculteurs dans notre pays, non ? Il se passe quelque chose. C'est plus grave que ça. Moi, je suis très très inquiet. On a 50% de la population qui va arriver qu'au moins en retraite avant 10 ans. 50% de la population agricole. Même en installant la totalité des gens formés, des gens qui sont en formation dans les écoles d'agriculture, qui ne souhaitent d'ailleurs pas s'installer, ils veulent tous être vétérinaires ou ingénieurs agronomes, ou travailler en chambre d'agriculture. Il n'y a pas de remplacement possible. Donc on peut bien tordre des chiffres dans tous les sens. On est dans un puits sans fond. Malheureusement, je remercie Michel d'éduquer les gens, mais j'aimerais bien qu'il fasse des cours particuliers dans les écoles d'agriculture. On sort des élections chambres où il y a 40% des agriculteurs qui ont été votés. Et on a assisté à encore un déni de démocratie fantastique. Moi, j'ai assisté dans mon canton notamment du porte-à-porte fait par les CDJA que je trouve complètement déplorable, qui ont été rechercher
comme les votes étaient électroniques, ont été chercher les codes pour voir voter aux agriculteurs qui n'y auraient pas pensé. Quand vous êtes représentant de JA, forcément que vous allez voter FNSEA. Vous votez pour un syndicat qui a à sa tête M. Rousseau, qui a été élu très démocratiquement parce que présenté par la Copa-Cogeca et pas par la base syndicale. Il était le seul à se présenter. Ou est-ce que vous avez vu une élection qui a un tel pouvoir qui se passe avec une seule personne, une seule entité à se présenter? Même au Congo, ça n'existe pas. Moi, je vous pose la question, comment ça correspond à une logique vue de l'extérieur? Moi, je ne suis pas du tout engagé dans le monde agricole, je l'apprends par vous et par vos témoignages. En fait, ça représente un peu une logique où c'est la peur, en fait, qui alimente les comportements. Et donc, on voit bien que par souci de préservation, on ira au quoi qu'il en coûte, au coûte que coûte défendre le modèle, parce que le ravin qui est derrière ces individus. Monsieur Rousseau, peut-être, il est ce qu'il est, mais il défend aussi certaines valeurs, voilà. Mais globalement, le puits sans fond que vous décrivez, Christophe, il est implacable. Les valeurs de Monsieur Rousseau ne peuvent pas être celles qui représentent son syndicat. Il est président du groupe Avril, déjà une. Regardez qui est dans le conseil d'administration du groupe Avril. Nous trouvons le copain de M. Macron, qui est Jean-Pierre Denis. Madame Révergeon, qui est en train de faire faillite EDF et Areva. C'est du copinage, c'est de la spoliation de biens et d'actifs. Il faut se rappeler une chose très importante, c'est que la première réforme voulue par Jupiter, c'était la réforme de la capacité d'accès au foncier, c'est-à-dire de la suppression des SAFER et des CDOA. Ouais. C'était en vue unique de permettre aux fonciers agricoles d'être captés par les fonds de pension américains. C'était rien d'autre, comme ce qui s'est passé en Ukraine. Les syndicats ont un rôle. Je ne suis pas persuadé que M. Rousseau et le groupe Avril soient les mieux placés pour défendre la capacité, la souveraineté alimentaire du pays. Ouais, donc, et Christophe, tu oublies un autre de choix. C'est M. Pierre Pringuet. M. Pierre Pringuet qui était conseiller des questions agricoles de M. Michel Rocard, qui est passé à la tête d'un groupe qui s'appelait Pernod Ricard. Alors, je ne vais pas vous rappeler le passé de Pernod Ricard auprès d'une société qui fournissait l'alcool à la mafia italo-américaine qui s'appelait Seagram, la société de la famille de Samuel Bronfman. Mais Pernod Ricard, qui était aussi impliqué dans l'installation des laboratoires de cocaïne au Maroc dans les années 1962. Ce monsieur, on le retrouve aussi, on retrouvait monsieur Pierre Pringuet à la tête du puissant lobby agroalimentaire Avril. Voilà le profil des gens qu'on retrouve. Philippe, une question à vous poser. On a bien vu comment les différents éléments, et malgré les difficultés qui se cumulent, il me semble, vu de l'extérieur, que vous en rajoutez une, c'est le même cas que Christophe, qui est la production bio. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On a appris que cette filière était aussi, malgré finalement sa bonne volonté et puis le côté un petit peu évident de fournir une alimentation de qualité à la population, était en difficulté. Et est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer la logique de ce qu'on appelle le bio en agriculture? Le bio, je dirais que c'est ce que faisaient nos parents ou nos grands-parents. Il y a des agriculteurs bio, mais il y a également des agriculteurs conventionnels qui travaillent comme des bio. C'est de se passer intégralement des produits phytosanitaires et des engrais chimiques. Alors l'arrivée des phytosanitaires et des engrais chimiques, avec les remembrements, tout cumulé, ont consisté à intensifier le modèle agricole pour nous emmener sur les marchés mondiaux, faire de la surproduction, de la production de masse pour écrouler les prix. Donc l'agriculture bio, le modèle agricole mené par la FNSEA avec la plateforme financière Unigrain créée en 1963,
qui est à travers le monde, qui est la plateforme financière des céréaliers de la FNSEA, créée en 1963, le groupe Avril et InVivo, aujourd'hui le regroupement des 200 grosses coopératives, qui travaillent avec Xavier Niel, Mathieu Pigas et Alexandre Zouhari. Tous ces chefs d'orchestre-là, où on retrouve bien sûr Anne Lauvergeon, on retrouve Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédération française de football, qui a des parts dans l'agroalimentaire et tout. En fait, c'est pas qu'ils sont, quand on dit ils sont contre le bio, c'est pas réellement le bon terme. C'est que les gens qui sont en bio ou dans des modèles d'autonomie ne font pas tourner la boutique, ne font pas tourner le modèle économique, financier de ces mastodontes de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Vous pensez bien que quelqu'un qui est bio, il utilise beaucoup moins de mécanisation, il va faire beaucoup moins d'heures de tracteur dans une année. Hein. Il ne va pas utiliser de phyto, il ne va pas utiliser d'engrais, il va gérer lui-même son exploitation, il ne va pas forcément utiliser des sociétés de conseil de la Chambre d'agriculture. Donc, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, les 7 ou 8 personnes qui vivent directement ou indirectement sur le dos de l'agriculteur, dans des modèles bio ou très autonomes, vous n'en avez pas besoin. Donc, ces gens-là ne vont pas mettre en place une politique agricole pour ramener de l'autonomie aux exploitants, essayer de leur ramener du revenu en même temps, mieux nourrir la population dans la mesure où eux, ils vont scier la branche sur laquelle ils sont assis et eux, ils se nourrissent gracieusement. Il faut préciser que le modèle industriel tel qu'il a été développé en France, il coûte par vos impôts directs et indirects l'équivalent du salaire médian, 2200 € par 53 millions d'adultes et environ 1200 € d'impact sur la santé. Parce que qui dit un modèle agricole intensif avec une part très importante de phytosanitaires, même si certains pays sont pires que nous, mais on va pas copier sur les pires que nous, ça a un impact sur la santé. Et ceux qui vendent les produits, ceux qui ont vendu ce modèle, ils vendent ensuite les médicaments pour soigner les gens ou pour soigner les animaux. Donc on est dans un véritable conflit d'intérêts qui a été organisé par la financiarisation de l'économie tout court, parce que c'est pas vrai qu'en agriculture, ça. C'est vrai pour les autres secteurs. C'est la finance. Normalement, la finance doit être au service de l'homme, et là, c'est l'inverse. Bien sûr, on a une inversion des valeurs et j'ai entendu des noms qui, moi, de mon côté numérique, m'avaient fait réagir. Quand j'avais vu Xavier Niel créer l'école d'agriculture, quand j'avais vu la pression sur les terres, je m'étais dit, finalement, l'une des puissances revendicatrices, c'est la puissance agricole. Si on veut aussi éteindre la puissance revendicatrice, en fait, on met le contradicteur en difficulté. Hein, Christophe en connaît un rayon, et on le met en difficulté, finalement, on l'éloigne de sa terre rentre dans des consortiums. On voit bien aussi comment la SAFER peut être court-circuitée par des montages juridiques qui sont tout à fait subtils d'ailleurs, hein. Il faut bien dire que ce sont des montages subtils. Et puis de l'autre côté, on a des écoles, et j'avais pensé en fait à une notion finalement de fonctionnalisation de l'agriculture. On met des agriculteurs fonctionnaires sur des terres qui ne leur appartiennent pas, et ces agriculteurs sont interchangeables. Et donc autour de ça, on voit bien le modèle. Et ce modèle-là, il est porté, je suis désolé pour lui, parce que c'est lui en personne, c'est Xavier Niel, quoi. Donc, si on voulait comprendre le fonctionnement de la machine, on le comprendrait parfaitement par l'intermédiaire des individus qui sont listés. Philippe, vous dites aussi quelque chose qui est très important, c'est la disparition, l'échelle disparate de revenus, parce qu'en fait, on parle d'un revenu quasi en dessous du RSA pour l'agriculteur sur son exploitation. Et évidemment, si on le compare, et pour éviter des conflits trop proches aux revenus de Niel, il y a vraiment de quoi jeter l'éponge. Franchement, en observateur extérieur, il ne faut pas être un grand théoricien économique pour comprendre que ça ne va pas. Alors, Michel, je voulais rebondir sur un dernier point qui concerne le bio, et puis qui concerne, parce que Christophe en parlait, il parlait des molécules, il parlait de la diffusion des molécules, et donc il y a un volet qui est considérable pour l'avenir de la planète, c'est le volet écologique. Et là, je dois vous avouer que vous m'avez appris
un élément mais considérable qui m'a quasiment fait tomber de ma chaise. Alors vous me faites souvent tomber de ma chaise, mais là c'était quand même un peu dingue. Je me souviens, moi j'étais très très jeune et ça a été rejoué en cascade de cet écologiste au pull rouge qui disait avec un verre d'eau devant lui ça c'est l'avenir de l'humanité, mais vous m'avez appris qui était ce personnage. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? René Dumont. C'est Oui, vous parce qui que lâchez les noms. Hein. Le club de Rome qui a été à l'origine de la politique agricole commune, donc de l'agriculture ultra productiviste, c'est le club de Rome aussi qui est à l'origine des mouvements écologistes. Ah oui, donc en fait l'arroseur a arrosé. En 70, le club de Rome commande un rapport au MIT, qui se trouve à côté d'Harvard, pour faire une simulation sur pourra-t-on continuer à croître dans un monde fini. Donc là, on va faire des simulations de ce qui reste en réserve, tout ce qui est réserve pétrolière, tout ce qui est réserve naturelle, minière et autres. Et on va faire des simulations. Et en 72, on va sortir un rapport qui va s'appeler le rapport Meadows, de Dennis et Donella Meadows. Et c'est ça qui fait encore référence aujourd'hui dans toute l'écologie. Alors l'écologie aujourd'hui, c'est devenu un dogme, hein, c'est la nouvelle religion. Hein, c'est la religion pour suicider économiquement l'Europe. Et donc vous me disiez que le Dumont en question, lui, il était pulvérisateur de substances chimiques dans les champs au Vietnam. 1929, il était au Tonkin, il était agronome. C'est lui qui répondait engrais, pesticides dans les rizières du Tonkin. Et cet homme vient en 74. Alors ça a été le conseiller agronomique de notre ami Edgar Pisani. D'accord. Les années 60. Et ce type, en 74, arrive avec son joli pullover rouge dans la présidentielle, à l'époque de la présidentielle de VGE. Et j'ai devant vous un verre d'eau précieuse. Donc il s'engage dans la brèche du rapport Meadows pour jouer l'escrologiste. C'est le premier escrologiste de France, René Dumont. C'est vraiment l'imposteur. Lui, il est donc positionné par les lobbies et il va... le père de l'escrologie. Putain. Parce que là, s'il y a vraiment... Mais l'arnaque du siècle qu'on a vendue aujourd'hui aux Français, quand on voit tout ce que les problèmes qui ont pu être générés par l'industrialisation de l'agriculture, c'est l'empoisonnement des sols, c'est l'empoisonnement des rivières avec les phénomènes de nitrate, des résidus de pesticides dans les sols. La liste, elle s'allonge, même la santé, parce que toute la chaîne alimentaire est touchée. Il n'y a pas d'histoire. Et ça va jusqu'au consommateur. Pourquoi aujourd'hui on a autant de cancers? C'est parce qu'on a une bouffe qui n'est pas terrible. Et là, on va résumer tout ça va être résumé à un problème, l'émission de carbone. Et ouais, bien sûr. Et là, en fait, on a fait une émission sur la taxe carbone, on a fait une émission... Alors là, merci à Kina, sur cette chaîne, là, qui a invité des scientifiques, là. L'émission s'intitule « Réchauffement climatique, des experts brisent la glace », parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et là, magnifique émission que je vous invite à aller voir. Ils ont fait un boulot super. Mais on est dans une escroquerie monumentale. Et là, on va avoir des gens qui n'auront plus les moyens de se chauffer, des gens qui pourront plus vendre leur baraque parce qu'écologiquement, elles ne sont pas classées comme il faut. Les voitures. Les voitures, du ZDF. On est en train de précariser les gens et les plus modestes sur l'autel de l'escrologie. Ouais, et donc on voit bien le monde agricole à la base et puis au final l'intégralité des problèmes. C'est l'arnaque du siècle. L'écologie, c'est l'arnaque du siècle. Merci Michel, vous aurez le mot de conclusion. Nous arrivons au terme de l'émission. Christophe, je sens votre regard sombre parce que je sais aussi que vous aimez votre métier. Vous l'avez sans doute embrassé à bras-le-corps dès le début. Et c'est quoi votre... Alors, ça me plaît pas de vous dire mot de la fin parce que ça me plaît pas du tout. C'est quoi votre espoir? Mon espoir, j'aimerais bien que les gens se réveillent, moi, et qu'ils écoutent des émissions comme les vôtres et s'informent. En agriculture, je crois qu'on pêche par un manque de culture. Je ne sais pas ce qu'ils foutent nos étudiants. Enfin, moi, j'ai eu la chance de participer à 2 ou 3 films que j'ai présentés. Les rencontres sont enrichissantes, mais on n'arrive pas à les passer. On n'arrive pas à les passer dans les écoles d'agriculture pour les mêmes raisons, parce que le modèle qu'on vend et qui serait
le modèle que tout le monde veut, n'est pas aidé. C'est une véritable catastrophe. Et je pense réellement que, et oui, l'agriculture manque par un manque de culture. Mais en même temps, et je veux un peu défendre, mais les enjeux sont tellement importants et le basculement des modèles que l'on connaît, même à titre personnel, quand on change de tel et tel, il y a un effet de croissement et donc il y aurait de la casse. Et en fait, ceux qui sont détenteurs du système ne veulent pas cette casse, ils ne veulent pas assumer la casse. Oui, mais il faut quand même que les gens prennent un peu de courage. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on défende le système qui a créé plus de 2 suicides par jour dans nos forces soit maintenu au pouvoir. On sort d'élections et on remet les mêmes. Enfin, la cause et les effets, quoi. Enfin, il y a un moment, faut se poser les bonnes questions et il faut porter ses couilles. Il n'y a pas de raison, quand on est jeune agriculteur, d'espérer quoi que ce soit de la FNSEA, si ce n'est que de se pendre au bout d'une corde au bout de 20 ans. Mais on a atteint un niveau de débilité, mais c'est profond, là. Je crois qu'on espère toucher le fond pour pouvoir remonter. Mais comme dit Philippe, en agriculture, on l'a déjà touché. Donc quand on va être rendu au 50e sous-sol, c'est plus un coup de pied qu'il va falloir. C'est une bombe atomique, là. Philippe, j'espérais un mot plus léger, mais bon, Christophe, il nous a chargé un peu, donc j'essaie de sortir avec un peu d'humour d'une émission qui marquera, parce qu'on a abordé des sujets importants. Philippe, quel serait votre mot de la fin, votre espoir pour un métier aussi que vous adorez? Je sais qu'un éleveur est très très proche de ses animaux et que la douleur que vous pouvez ressentir, surtout avec des animaux comme les vaches qui sont très sensibles à l'humanité de son éleveur, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se porter? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Porter ses couilles, mais je vois aussi que vous les portez tous les jours. Vous êtes des gens courageux. C'est quoi le truc, quoi? Comment on va pas tous monter, aller voir Macron et faire un tête-à-tête avec lui? Enfin, on voit bien qu'il n'écoute que Brigitte. Oui, pour reprendre sur ce qu'a dit Christophe, c'est complètement vrai. Quand on voit comment le système est verrouillé à travers les écoles où on ne peut pas intervenir, j'ai essayé plusieurs fois, c'est verrouillé. On n'est même pas dans un pays démocratique où on laisse les gens intervenir. Et on a remis au pouvoir aux élections chambres des gens qui chérissent les causes et qui combattent les conséquences. Alors, je voulais rajouter juste une chose. Quand on dit que le modèle nous a entraînés là, les remembrements, les phytosanitaires et tout, certains paysans se sentent agressés. Il ne faut pas qu'ils se sentent agressés. C'est le modèle qui nous a conduits là. C'est pas les paysans qui, pour l'immense majorité, utilisent des phytos pour le plaisir de les utiliser. C'est qu'on les a fait monter dans un modèle avec du rendement. Et en fait, en produisant plus, ils ont détruit leur valeur travail. Ils se sont endettés à hauteur de 250 000 € d'endettement moyen par exploitation aujourd'hui, alors qu'on avait un endettement moyen de 50 000 € en 1980. Donc, il faut revoir le modèle. Si on veut tenir l'agriculture, garder la souveraineté, pérenniser nos exploitations, il faut revoir le modèle, la chaîne de valeur. On ne peut pas garder une agriculture avec des paysans en dessous le SMIC et en dessous le RSA. Donc ça passe par une répartition de la valeur ajoutée, ça passe par revoir totalement le modèle. Pas que l'agroalimentaire et la grande distribution, mais l'ensemble du modèle. C'est-à-dire le secteur tertiaire qui va avec. Et dans les propositions, je vais terminer là-dessus, pour finir sur une note positive concrète, pour améliorer la situation, il faut prendre à bras-le-corps les PAT, projets alimentaires territoriaux, qui découlent d'une loi indirecte de 2004, une loi qui avait été prise pour la sécurité civile, pour les protections des populations. Et dans le cadre de ces lois-là qui viennent du ministère de l'Intérieur, l'alimentation rentre dans la protection des populations, puisque s'il y avait une guerre, une cyberattaque ou un conflit majeur, comme vous le savez, un chirurgien, une infirmière, les pompiers, personne ne peut travailler sans manger. Donc normalement, les élus, ils ont l'obligation de mettre en place des plans communaux de sauvegarde pour relocaliser l'alimentation, maximum de bio, et local, conventionnel, mais maximum de bio. Et là, il faut qu'on s'empare de ces projets-là et que l'agriculteur, c'est très important, il reprenne la facture. Il ne faut surtout pas que la facture soit faite par Bigard, Lactalis ou nos coopératives.
Et pour tout ce qui est donc relocalisé, 80% de notre production, on peut la consommer chez nous, voilà. Tout ce qui est exporté, les 20%, le commerce international, et ben là, c'est des décisions politiques, là, il faut les faire sur la base de la charte de la Havane, qui est ni le modèle soviétique, ni le modèle ultralibéral dans lequel on est aujourd'hui, qui est un modèle de coopération entre les États, qui existe, mais qui est peu vulgarisé dans les médias. Par exemple, avec les Indiens, on a fait des accords où on vend des Rafales, mais les Indiens exigent qu'une partie de l'appareil soit fabriquée chez eux pour qu'ils puissent tenir de l'emploi chez eux et faire monter leur niveau de vie. Donc c'est un espèce d'échange, de coopération entre les États et non la théorie de David Ricardo des coûts comparatifs. Mais ça, c'est des décisions politiques qui aujourd'hui, ni la FNSEA, ni Emmanuel Macron, ni Ursula von der Leyen ne sont prêts à assumer. Merci beaucoup Philippe. Pour finir, Michel, lourde responsabilité, c'est à vous de conclure. Eh bien, je vais faire mon Jacques Chirac. Oh putain. Je vais dire... oui. Là, vous m'avez surpris. Je vais faire mon Jacques Chirac en disant, comme Chirac au sommet de la Terre, la maison brûle. Et c'est pas parce que le sommet de cocaïne sur le bureau a fondu que je m'exprime ainsi. Mais oui, la maison brûle. Donc, le consommateur s'est bien fait avoir par le marchand. Le paysan, lui aussi, s'est bien fait spolier par le spéculateur marchand aussi. Donc aujourd'hui, il serait temps que le consommateur retrouve un petit peu de lucidité. Il serait peut-être temps que le consommateur retrouve le chemin du producteur pour aller se nourrir. Il serait peut-être temps aussi qu'il se mette à acheter local. Parce qu'aujourd'hui, la pollution, tout ce qu'on a, là, au lieu d'aller pleurer sur l'écologie, on sait tous qu'aujourd'hui, la pollution, la cause première, c'est la mondialisation. C'est quand vous faites venir par conteneurs entiers des bananes qui poussent je ne sais où, des ananas dont on n'a que faire. Et voilà, c'est ce type de consommation-là qui est irresponsable. Donc, retrouver le chemin du producteur, acheter local, arrêter d'enrichir les barons voleurs, et puis redonner du revenu aux paysans méritants, celui qui le mérite, à celui qui vous nourrit sainement. Il faut aussi arrêter de croire au Père Noël. Il faut arrêter d'écouter nos grands médias menteurs, parce qu'on est là-dedans. Il faut arrêter de croire que les élus sont vos sauveurs, parce qu'aujourd'hui on politise la problématique et les difficultés du monde agricole. La politisation extrême droite, extrême gauche du monde agricole ne mènera à rien. Elle n'amènera à aucune solution valable. Moi je déplore la politisation qui est faite de cette détresse paysanne. Et si nos élus étaient nos sauveurs, il y a longtemps que ça se saurait. Surtout, il faut que les gens ne succombent pas à la peur, ni à la panique. Il faut juste agir et rester confiant. Mais pour agir, il y a une première chose. Il faut monter cette première marche qui est celle de la connaissance, ce qu'on vous livre, ce qu'on vous explique. La deuxième marche, essayer de comprendre. Ça, c'est très important, c'est la compréhension. La troisième marche est celle de l'analyse. Il faut essayer de comprendre, de faire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et après, on peut agir. Ça, c'est très, très important. Et on a quand même une lourde responsabilité dans le monde que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on leur prépare à l'avènement de ce monde-là, et pas celui de nos penseurs philanthropes. Merci Michel, je sais que c'est un sujet qui vous touche. Comment dire, si on rajoute toutes nos émissions, il y a des liens partout, ça s'interconnecte. On voit bien que maintenant c'est un panel assez cohérent. Vous avez parlé de Jacques Chirac. J'ai une pensée pour vous, Christophe. Manger des pommes. Manger des pommes, c'est ça. Ça devrait faire monter un peu votre exactement. Mais manger des pommes bio et locales. Oui, ce sera mieux. À la Saunière, c'est ça. Voilà. Comment on va passer le lien. Ma cagnotte est fermée, c'est pas la peine, mais mais c'est gentil quand même. On a quand même une petite pensée. Mais par contre, il y a des liens Citizen qui sont intéressants. Voilà. Et voilà, je continue. On a sur le volet des émissions qui
se sont enchaînées. Je ne sais pas combien on en a fait, peut-être une dizaine. Voilà, on a essayé de mettre de la cohérence dans l'intégralité du monde qui nous entoure. On s'aperçoit que chacun a des responsabilités. Alors, on a un peu chargé les décideurs, les hommes politiques, ceux qui touchent des dizaines, des centaines de millions par mois, des centaines de milliers d'euros par mois. D'ailleurs, on perd la notion des centaines de milliers, des centaines de millions, des milliards. Maintenant, on ne sait même plus trop ce que ça veut dire. Et nous aussi, au final, on a une responsabilité individuelle. Ce que nous faisons chacun, alors je ne dis pas fermer le robinet, je ne dis pas éteindre la lumière, enfin tout ça c'est un peu stupide, mais penser, réfléchir, atteindre la connaissance, atteindre la compréhension des systèmes complexes, c'est uniquement dans ce cadre-là que nous arriverons à nous en sortir collectivement et surtout que nous arriverons à nous en sortir positivement. Parce que, en fait, on aura grandi en tant qu'individu confronté à des difficultés, ce qui est finalement l'expérience quasi-initiatique de la vie. C'est ça, l'expérience quasi-initiatique de la vie. Mais si on s'en sort sans avoir essayé de trouver des solutions, au final, il ne fallait pas venir. Et donc on est là pour ça. Voilà. Merci Christophe, merci Philippe, merci beaucoup Michel. Vous savez que vous me plaisez beaucoup. Merci à tous. Très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.